Ok, bon, pas de souci, hein, pas de souci. Donc, bon, juste pour conclure sur ce sujet-là, et vous l'avez déjà bien compris, on est 100%, on est 100% physique quantique, on a cette capacité de conscience et de mémoire de l'eau. Tout ça, ben, on ne le savait pas avant, mais aujourd'hui, notre capacité on a des capacités créatrices. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et d'ailleurs on le voit bien, les gens qui sont dans des pensées positives, souvent ils voient pas le mal. C'est-à-dire qu'il peut leur arriver n'importe quoi, c'est pas grave. Ils sont dans ces pensées positives. Et souvent, même, je dirais, il n'y a pas que la pensée. Euh, Quand on est imprégné de choses positives ou qu'on est sûr de certaines choses, on a des synchronicités qui arrivent et qui montrent que finalement, on résonne, nos ondes résonnent avec ces choses positives. Donc aujourd'hui, on sait que la pensée est créatrice et que bah, vous savez, les vibrations s'attirent. Hein, donc si on est dans ces pensées-là, constituées de 99% d'eau, bah, on génère quelque chose de positif. Alors ça, c'est l'objet vraiment du premier livre dans lequel je suis passée très vite, mais je détaille énormément de données scientifiques que j'ai pris à travers le monde scientifique, et sur ces dernières recherches qui sont passionnantes et qui nous permet vraiment de se poser des tas de questions sur ce que l'on est et d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de vraiment prendre conscience que on est autre chose que une matière. On va passer peut-être au prochain slide, si c'est possible. OK. Alors, dans les recherches que j'ai faites, en fait, je me suis rendu compte que les Égyptiens, alors il y a plusieurs milliers d'années, les Égyptiens ont découvert ce qu'on appelle la fleur de vie. Alors la fleur de vie, certains la connaissent, je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à la connaître. Cette fleur de vie, elle est extrêmement intrigante. Alors intrigante pourquoi? Parce que elle a été découverte à Abydos, donc dans le temple d'Osiris. Et cette fleur de vie, elle est mathématiquement parfaite. C'est-à-dire qu'il y a des milliers d'années, il y a 5000 ans avant Jésus-Christ, ils ont créé une forme qui mathématiquement est totalement parfaite. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'aujourd'hui, les mathématiciens qui se sont penchés sur le sujet sont formels. C'est-à-dire qu'on prouve bien qu'avant, en Égypte, on connaissait très bien les mathématiques et de manière extrêmement puissante. Et ce qui est incroyable, et là on est vraiment dans la balance entre les mathématiques et la spiritualité, c'est que cette fameuse matrice, cette fameuse fleur de vie, elle représentait la création, la transformation en Dieu. Donc vraiment cette énergie lumineuse que l'on peut, je vais changer, mais cette énergie lumineuse qui peut ressortir de nous, en tout cas nous transformer en Dieu finalement, puisque c'est exactement la signification de cette fleur de vie, qui parle de la création. Et donc, on va passer au prochain slide. Je ne sais plus ce que j'avais mis sur le slide, mais ça m'aide quand même à... Voilà. Donc, les proportions de cette fleur de vie sont absolument incroyables. Léonard de Vinci a travaillé dessus, Pythagore. Donc on est quand même dans des années moins 500 avant Jésus-Christ. Platon, d'ailleurs, il a créé les formes platoniques. Et je peux même vous dire que cette fameuse fleur de vie, ce qui est incroyable, c'est que Platon, il a découvert les 5 formes platoniques. Et vous savez qu'il y a une forme, c'est le dodécaèdre, qui a la forme de cette fleur de vie. Et surtout, à l'époque, en fait, c'était tellement sacré qu'il ne fallait surtout pas parler de cette forme-là parce qu'on pouvait être banni. Donc, il considérait que cette forme-là était extrêmement spirituelle et limite dangereuse, ou en tout cas, il ne fallait surtout pas l'évoquer. Donc, elle avait déjà un sens quand même très fort pour Platon, qui d'ailleurs, je dirais, même Pythagore lui a passé plusieurs, enfin en tout cas c'est ce qui est dit aujourd'hui, plusieurs années en Égypte. Et Platon était son disciple. Léonard de Vinci a travaillé dessus.
Et cette fleur de vie, alors on va passer au prochain slide. Cette fleur de vie, ce qui est très curieux, c'est qu'elle a été apposée il y a plus de 5000 ans en Égypte et on la retrouve dans plein de lieux sacrés. Et ça, c'est absolument incroyable parce que ça rassemble quand même, vous savez, moi je suis agnostique, je n'ai pas forcément de religion, mais on se rend vraiment compte que toutes les religions, toutes les croyances ont adopté la même technique quelque part, c'est-à-dire qu'ils ont foi en cette fleur de vie. Elle a été découverte en Australie, en Inde, en Bulgarie, en Chine, en Turquie, en Égypte bien sûr. C'est là, c'est vraiment l'endroit où a priori elle a été découverte en premier. Et en plus, elle est souvent mise dans les lieux sacrés. On a vraiment une fleur de vie qui a la même symbolique dans des religions différentes. Je ne sais pas si tu m'entends toujours, oui? Oui, ça avait coupé un petit peu, mais ça c'est revenu. D'accord. Donc je dirais, voilà, la fleur de vie, et ça, je trouve ça extraordinaire parce que ça veut dire qu'elle rassemble les religions, elle rassemble les différentes croyances autour de quelque chose qui est à la fois symbolique de la création et de l'éveil, mais aussi symbolique de la perfection mathématique. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Je trouve ça, c'est presque émouvant, je trouve. Donc, de pouvoir rassembler ça juste dans un schéma. Voilà, on va passer au prochain slide, s'il te plaît. Voilà, alors, très évidemment, j'ai été étonnée de voir que le cristal de Marazu Emoto, quand on parle d'amour, quand il émet des vibrations d'amour, je vous invite à aller sur Internet, regarder ce qu'il a fait, Marazu Emoto, c'est assez extraordinaire. Ce cristal-là, on y voit quoi? On y voit la forme de la fleur de vie. Donc pour moi, c'est un lien assez fort entre la perfection mathématique, l'amour, la vibration, la spiritualité, la foi et les pensées d'amour, les pensées positives. Et donc, ça a un lien aussi entre la spiritualité des anciennes civilisations et aujourd'hui les mathématiques modernes et l'eau. Voilà. On va passer. Oui. Excuse-moi, Aura. Oui. J'avais Pierrette tout à l'heure qui disait qu'il est important, n'est-ce pas, de travailler sur nos pensées. Là, je rebondis, on est vraiment. Mais complètement, sachant que, vous voyez, il y a une chose sur laquelle je crois aujourd'hui, c'est que moi, je commence à rentrer un peu dans ce monde spirituel. En tout cas, j'essaie de voir des gens, un bébé, je dirais spirituel, même si j'ai quand même beaucoup d'expérience sur le sujet. Mais j'apprends tous les jours. Par contre, je me rends vraiment compte, et ça j'en parle dans le second livre, que la transformation d'un éveil, elle amène à aller chercher dans ses blessures profondes, je vais en parler tout à l'heure. Et que du coup, quand on va chercher dans nos blessures profondes, on a tendance à avoir des pensées qui ne sont pas forcément bien, puisqu'on n'est pas bien. Et donc, effectivement, on va dire qu'à ce moment-là, on peut baisser dans son taux vibratoire, si on va le dire comme ça en tout cas. Et il est extrêmement important, et c'est un choix, il est extrêmement important d'avoir foi en soi et de se dire « ça va aller ». Et donc d'être dans ses pensées positives. Peu importe le chemin qu'on a, peu importe les vibrations qu'on a, peu importe, vous savez, là j'ai eu la dingue, et j'ai eu une dingue très forte, et vraiment je me suis dit mais je ne vais pas m'en sortir quoi. C'est pour ça que j'avais annulé ma première conférence. Je peux vous assurer qu'à un moment donné j'ai dit non, on va se remettre dans des pensées positives, et à ce moment-là je suis remontée. Enfin, voilà, je pense que c'est un choix, et que tout ce qui nous arrive de négatif, il faut non seulement essayer de le transformer en positif, mais surtout c'est une expérience de vie extraordinaire, parce que c'est l'occasion unique de pouvoir évoluer et passer des paliers d'éveil. Donc oui, il faut penser positif, bien sûr. C'est extrêmement important, oui. On n'aura pas forcément une belle vie, ou une vie, je dirais, où on aura du bonheur tous les jours, parce que pour moi, ça n'existe pas, la vie, c'est pas ça. Mais par contre, on aura une vie plus en paix. C'est comme ça, en tout cas, que je le ressens humblement. Enfin, je veux dire,
voilà, avec le peu d'expérience et de recherche que j'ai fait. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ok, ben sinon on peut passer au prochain slide, si c'est possible. Oui, oui, tout à fait. J'ai un petit retard avec le micro. Mais il y avait quelqu'un qui posait la question de qu'est-ce que tu entendais par la conscience collective? Parce que c'est à peu près pareil au niveau des pensées, il me semble. Alors, j'aurais tendance alors ça, je dirais que ça, c'est moi qui l'interprète comme ça. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a des formes d'intrication quantique, ça veut dire qu'on est capable d'interagir à distance. Et que donc, si on imagine qu'on est constitué d'eau, et que l'eau a une mémoire, a une conscience, et qu'on est capable d'interagir à distance, on envoie donc des vibrations spécifiques à distance. Et donc ces vibrations, à partir du moment où nous-mêmes, on envoie des vibrations positives, et que plusieurs personnes connectées ensemble envoient des vibrations positives, on va se retrouver dans un schéma, un égrégore, je dirais, positif. Et pareil, à l'inverse, quand on est dans des vibrations négatives et qu'on est plusieurs dans ce domaine-là, d'ailleurs, je ne sais pas, enfin moi je l'ai ressenti très fortement, mais au moment du confinement, pour moi c'était très lourd, parce que je ressentais, j'étais enfermée chez moi, donc je n'avais pas de risque, mais je ressentais cette lourdeur, cette pesanteur de la peur, en fait. Hein. Donc, et je pense que ça, c'est un état vibratoire collectif. Et c'est important d'échapper à ça. C'est-à-dire de se dire non, je ne vais pas favoriser ça. Je vais favoriser justement le bien-être, la positivité, pour participer à un égrégore positif. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Pour moi, c'est très bien. Voilà. Et je crois que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important et j'espère que les gens vont en prendre conscience, parce qu'il y a même des scientifiques qui travaillent dessus, hein, et qui sont persuadés de ça d'ailleurs. J'espère que les gens vont prendre conscience de ça, parce que en ce moment on en a cruellement besoin, je dirais, de vibrations positives. Et oui. Donc oui, c'est important d'être dans ces vibrations-là, c'est clair. Alors j'ai Florent Patrice qui parle de la fleur de vie et qui demande quelle vertu on peut lui attribuer. Est-ce que tu en parles après? Je ne sais pas. Non, je peux en parler là. Je dirais que pour moi, elle représente la perfection mathématique, la perfection spirituelle. Il y en a même qui travaillent sur la fleur de vie en y apposant des choses dessus. Donc, elle émet des ondes vibratoires qui sont des ondes très positives. Donc, je dirais que si on doit y mettre un nom, enfin, j'y mettrai pas forcément un nom, mais en tout cas, elle a une résonance vibratoire extrêmement positive. Elle représente la perfection, en fait. Même dans les anciennes civilisations, elle représente la création, la naissance, la perfection. Et scientifiquement, la perfection mathématique. Et d'ailleurs, sur ce slide-là, on voit bien le docteur Hans Jenny a travaillé sur les particules de son. Et il s'est rendu compte que, regardez par exemple sur ce schéma-là, on voit la vibration à 432 Hz, qui est une vibration extrêmement intéressante, puisque c'est une vibration qui est mathématiquement cohérente avec les schémas de l'univers. Donc c'est une vibration que les physiciens retrouvent très souvent dans tous les schémas, toutes les particules universelles. Et donc, on peut y voir cette fameuse symétrie avec la fleur de vie. Et ça, c'est intéressant. En fait, on est vraiment dans quelque chose de parfait, la création parfaite. Et je pense que les Égyptiens, l'ancienne Égypte, ils avaient bien compris ce phénomène-là. Et ils l'associent à l'intuition, et ça, je vais en parler après dans le prochain livre. Dans les prochains slides. J'ai Patricia qui demande si la fleur de vie, c'est le nombre d'or. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, partout sur les points de la fleur de vie, vous voyez, vous pouvez les prendre dans tous les sens, on peut calculer le nombre d'or. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est mathématiquement parfaite, c'est que, en fait, dans chaque point, là, vous pouvez prendre chaque point, vous faites des mesures, etc. Vous tombez tout le temps sur le nombre d'or. Donc, elle est vraiment mathématiquement parfaite.
Et je sais qu'avec le symbole, en tant qu'énergéticienne, on peut recharger nos pierres, on peut recharger de l'eau. Je sais que ça se recharge. Ah Ça... oui, c'est pas étonnant du tout. Pas étonnant du tout. Je pourrais pas vous dire que scientifiquement c'est prouvé, Oui. mais intimement, oui, c'est pas étonnant. Vous voyez, regardez, attendez. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, j'en ai une jolie là qui m'a été offerte. J'en ai même une là qui m'a été offerte aussi. Donc, pour vous dire à quel point je crois en la. Vas-y, montre-nous. Voilà, de la fleur de vie. Voilà. Je ne sais pas si je réponds. Oui, Il n'y a pas de souci, en tout cas, je veux bien éclaircir. c'est très bien, on continue. Je remets le... Alors, on va passer du coup au prochain slide. Donc là, on rentre vraiment dans les anciennes civilisations et dans finalement les balbutiements de mon prochain livre. C'est vrai que ça, c'est sur mon premier livre, hein, La fleur de vie, et puis je parle de la table d'émeraude et de beaucoup d'autres choses, donc je ne peux pas tout développer, mais en gros, on voit bien que nos ancêtres, et notamment les Égyptiens, maîtrisaient les éléments naturels, ils maîtrisaient cette conscience mathématique, ils avaient aussi conscience de l'importance de la foi, parce que, on va le voir après, ils maîtrisaient l'inconscient. Et donc, il savait la manière dont l'inconscient pouvait influer sur les êtres ou sur les éléments. Hein. Ils maîtrisaient également les méditations. Donc, ils avaient cette capacité à élever leur niveau de conscience et à ressentir les choses à l'avance. D'ailleurs, vous voyez, les Amérindiens, ils savaient, hein, je veux dire, ils n'avaient pas besoin de la météo ou de Météo France. Ils savaient quand il y allait avoir un cyclone ou ce genre de choses. Ils ressentaient ça dans la nature. Hein. Nous, c'est fini. On n'a pas du tout cette capacité-là aujourd'hui.